En 2019, 350 ans après la parution de la pièce du Tartuffe, un réalisateur s'est engagé à raconter sur 5 années la vie de Jean-Baptiste Poquelin. À l'aide de chercheurs et d'historiens, Jacques Malater apporte une nouvelle vision sur le dramaturge. Vous allez entrer dans les coulisses d'un tournage d'envergure. Découvrez l'intérieur des châteaux prestigieux de Bourgogne. Assistez à la préparation d'un film d'époque avec des moments de concentration et des moments d'explosion. Okay, Tu pouvais pas le deviner, non? Non. C'est une caresse, une claque, une caresse, une claque. Ils n'ont pas été convoqués aujourd'hui alors qu'ils sont raccords. La société Bonne Pioche vous ouvre ses portes le temps d'une production aux capacités exceptionnelles. Goûtez à l'énergie qui règne sur un plateau de cinéma à la française. Saint-Ouen. Dans des anciens studios de cinéma, quelque chose dans l'ombre se prépare ici. De petites mains se faufilent dans des poches de pantalon du XVIIe siècle. Trois semaines avant le tournage de Brûlé Molière, les costumiers sont sur le pied de guerre. Il faut se dépêcher. Plus de 300 costumes arrivent de France et d'Espagne. Tout doit être prêt pour le premier jour de tournage où 51 costumes sont demandés. Jean Daniel est le créateur des costumes, responsable des délais à respecter. Donc là, on est à Saint-Ouen, dans des studios de cinéma, et on est en train de faire la préparation du film Molière. Donc on a reçu tous les costumes qui viennent de France et d'Espagne, de différents loueurs. Quelques costumes sont fabriqués et on rencontre ici tous les comédiens et tous les figurants pour le film. Donc là, on a tous les costumes qui sont déjà essayés de tous les rôles. Donc Molière, Louis XIV, la Torillière, le prince de Condé, enfin tous les personnages sont là. Le travail ici est tendu. Pour chaque rôle, les costumes sont repassés, manufacturés et rangés. Il faut donc adapter la matière à la morphologie des acteurs. C'est très bien, très bien. J'hésite à repartir comme ça. La Fontaine, ah bah oui, c'est une période, dans ce scénario, c'est une période où La Fontaine est pas encore richissime de par ses fables et qui vit de sa rente de garde-chasse de Château-Gontier. C'est la première fois que tu travailles avec lui ? Avec Jacques, ouais, c'est la première fois, ouais. Peut-être la dernière, je sais pas. Tous les aristocrates, tous les nobles portaient des talons rouges. Ça symbolisait que les nobles défendaient le peuple. Ils n'avaient pas peur de mettre leurs pieds dans le sang. Les costumes emblématiques du roi qui sont très chargés, très lourds. C'était toute la période où le roi commençait à vraiment s'affirmer et à vouloir prendre le pouvoir. Et tout le faste était primordial à la cour, quoi. Seul le costume de Molière a été créé pour le film. Pendant ce temps, ailleurs dans Paris, les acteurs répètent en présence du réalisateur et des spécialistes du XVIIe siècle. Et révérence. Nous y reviendrons plus tard. Très bien. Et c'est parti. Nous débutons ce tournage dans les mythiques studios de Brie-sur-Marne, à Paris. Allez, s'il vous plaît. Je suis la bête. Avant de tourner, il faut placer la figuration. Allez, ça se passe pas trop mal, hein, Yann? Ok. On va faire placer la figuration, on va faire une répétition avec la figuration. Julie, la seconde assistante réelle, doit placer les figurants au bon endroit. C'est que tu prends de ceux-là, tu les envoies là-bas, là où il y a Michel, et vice-versa.
Vous allez en face, niveau de l'arche. D'accord. Vous marchez. Et... Action! Au devant. Au devant. Au devant. Oui, mon bon. Sers-nous un peu de ton eau de vin. Mon ami en a bien besoin. Voilà encore une belle hypocrisie de notre époque. Ainsi va le monde. Très bien. Tourner dans le froid, attendre son passage devant l'écran. Voilà les conditions nécessaires pour devenir figurant. Mais ils doivent se tenir prêts à tout moment. Action, figuration. Pourtant, certains figurants n'arrivent pas à se tenir à carreau. Je vais masquer une découverte que la caméra voit. Donc, je vais cacher ces murs qui ne sont pas d'époque avec une toile. Et tout ça avec la rapidité la plus efficace possible. Voilà, le tour est joué. Franck est l'accessoiriste du plateau. Pour faire ce métier, il faut avoir des connaissances pointues en histoire, de l'adaptation et beaucoup de tact. Et là, j'attends les accessoires. Moi, je veux bien aller vite, mais à un moment donné, il faut m'aider. Hein. Nous, on sera toujours prêts à la comédie. Qu'on se le dise. Vous parlez avant? Non, c'est toi qui... Allez, équipe le porteur d'eau. Pendant les 3 jours de tournage à Paris, l'équipe apprend à se connaître. Le Tartuffe, l'imposteur, au théâtre du Palais Royal. Et le réalisateur impose dès le début son rythme de travail. Posez la question. J'ai pas demandé le moteur. Donc on lance le moteur quand je l'ai demandé. Alors c'est ma faute, c'est moi qui ai donné le... Merci. Dimitri Storoj, qui incarne Molière dans le film, est la seule personne sur le plateau à pouvoir détendre les nerfs du réalisateur. Bonjour mesdames. Ce téléfilm pourrait bien s'apparenter à la réalité. Il présente une réécriture sur la vie de Molière. Les prises s'enchaînent, il fait de plus en plus froid dans ce long mois de mars. Allez, s'il vous plaît, on garde le silence sur le plateau. Merci. Rien de mieux qu'une soupe pour se réchauffer. J'ai mélangé plusieurs choses pour qu'il y ait un peu des haricots, mais au supermarché, ils n'ont pas de... Au potiron maison, je précise, avec de bons légumes frais du jardin, d'accord? Et on va se régaler. Faites attention de ne pas tirer vos chaises. Moteur. Bon. Action. Ah mais c'est pour ça. Attends. C'est un cours de cinéma. Cours de cinéma. J'ai besoin de voir mademoiselle. Donc tu me la retardes d'autant qu'elle puisse croiser devant les mecs, sinon je n'en profite pas au cas. On est en train de revenir là. Maintenant je peux le faire. Je peux la lancer, je peux m'occuper de tout. Alors mademoiselle, je vous fais un signe. Tu vas, je passe par là. Action. Jean-Baptiste, j'ai refait nos comptes plusieurs fois. L'interdiction du Tartuffe nous a mis à mal. Ce n'est pas le succès qu'a rencontré hier la première de la Princesse d'Élite qui pourra combler notre absence de trésorerie. Dans le film, Molière assiste à l'humiliation publique d'un homme de parole. Symboliquement, le supplicié se fait trancher la bouche car on lui interdit de parler librement. Mais comment rendre cette vision en images? Voici alors une astuce utilisée au cinéma. Dans ce passage, le bourreau doit couper la bouche du supplicié. Il faut trouver le moyen de faire couler du sang à l'approche de la lame.
Pour préparer cette scène dans le film, les accessoristes doivent utiliser un effet spécial mécanique. Et c'est dans leur camion que la magie s'opère. Anaïs nous montre le procédé. Le faux sang, qui est en réalité de l'eau avec du colorant, doit remonter par ce tube. Là, ça marche bien. Franck se place derrière le bourreau. Il utilise une pompe jaune pour envoyer le faux sang dans la lame. Coupe. Ok, c'est coupé, merci. Ok. On la double. Non mais tu sais, tu me mets une caméra devant moi, mais je m'arrête plus, moi j'ai un souci. L'ingénieur du son régule les volumes des micros et enregistre le son du film. Il travaille avec le perchman. Tout le son du film repose sur leur capacité d'écoute. C'est un métier où l'habileté, la souplesse et la discrétion sont de mise. On est mauvais. Je peux travailler. Il n'existait pas de son d'époque, comme les micros sont apparus en 1926. Au son, quand tu fais un film d'époque, il vaut mieux faire un son très beau, très clair, très basique. Et après, tu le cradifies, si tu veux, au montage. Tourne. Je vais dire à Jacques d'attendre. Je finis l'interview et Jacques va attendre. Attends, Jacques, s'il te plaît. Ok, c'était le dernier plan. Merci beaucoup. Bonne journée. Molière, avec sa troupe de funambules, voyageait de village en village. Nous allons reproduire la même idée dans ce tournage. Pendant que les décorateurs remontent le carrosse, les costumiers remballent tous les habits. Direction la Bourgogne. Ce matin, l'équipe arrive à Noyères pour ce premier jour de tournage en région. Je te parle de ce soir. Jacques Malater prépare avec son cadreur ses prises de vue. Mais non, c'est pas possible, ces rouliers périphériques, on les a pas aujourd'hui. Ah, la 32, c'est leur pied dessous. C'est leur pied dans le confessionnal. À l'abri des regards, hein, Rex complote. C'est marqué sur la fiche. Oui, c'est les pieds. Alors vas-y, la suivante. C'est combien? 89. Il n'y a rien de marqué. Bah, il y a 2 flèches. Restez couverts pour la répète. regarde derrière toi. Oh, sérieux quoi. Putain, un making-of. Voilà, et du coup, Avant de tourner la scène sur le parvis de l'église, le réalisateur donne des conseils à ses actrices. Comme c'est très écrit, justement, il faut le salir, le texte. D'accord. Il ne faut pas le prendre grande bourgeoise. Ah d'accord, ok. Même bourgeoise. Non, non, d'accord, tu le ok. salis. Ah oui, Sinon, d'accord. on passe tout de suite dans l'écoute théâtrale. Donc tu le salis. Okay. Voilà. Il faut une grande force pour oublier le monde alors qu'on est fait pour y être aimé. Es-tu sûr de ne point regretter? Pas plus que vous, monsieur, qui préférez la chair à l'esprit. Quel âge as-tu pour me juger ainsi? Je ne vous juge pas. Je vous pardonne. Dimitri Storoj, alias Molière dans le film, a utilisé tous ses talents de comédien pour rentrer dans la peau du personnage. Mais comment a-t-il réussi cette métamorphose au-delà de l'apparence? Pour répondre à cette question, une seule personne sur ce tournage a su cueillir sa montée en puissance. C'est le réalisateur lui-même. Bonjour Jacques Malater. Bonjour. Donc à partir de quel moment t'es-tu dit que Dimitri Storoj était l'incarnation du Molière? Alors quand j'ai vu Dimitri aux essais, j'ai pris un grand plaisir à travailler avec lui parce que c'est un acteur qui cherche, c'est un acteur qui doute. Un acteur doit douter sans arrêt puisqu'après il va confier ses doutes dans les mains du metteur en scène qui va essayer de le tirer, de l'amener vers le personnage avec lui et en prenant ses propositions. Pour moi, des bons essais, c'est pas des essais réussis. C'est des essais qui sont comme ça en équilibre, où on sent que l'acteur a fait un pas vers le personnage mais ne l'a pas trouvé. Donc Dimitri, voilà, il m'a fait des essais qui n'étaient pas parfaits,
Mais par contre, l'homme, le bonhomme, l'acteur, j'ai senti qu'il y avait un potentiel énorme pour devenir Molière et raconter Molière aux autres. Et Dimitri, après, l'a prouvé pendant le tournage, parce qu'il interprète, en tout cas de mon point de vue, sublimement bien Molière, et je crois que c'est vraiment un très grand acteur. Ah, je refais un petit... Oui. Parce que tu vas lui demander si tu peux te retirer. Oui, d'accord, mais du coup... Entre les pauses, Jacques Malater dirige Molière et Louis XIV en privé. Alors, le pouvoir de votre roi sur l'Église de France est désormais incontestable. Ouais, très bien. Vas-y, dis. Tu me laisses jouer? Je m'attendais à une autre nouvelle, sire. Ne le regarde pas. Pardon, je m'attendais à une autre nouvelle, sire. Vous pouvez le rejouer, Molière. Ne le regarde pas. Vous pouvez le rejouer, Molière. Vas-y, banane, 5 ans. Sire, je... Merci, votre majesté. Sire, je ne me sens pas très bien. Auriez-vous l'extrême obligeance d'accepter que je me retire? Au XVIIe siècle, dans la cour du roi, des règles de savoir-vivre étaient imposées dans les maisons françaises. Molière devait lui aussi les appliquer. Par exemple, il ne fallait jamais tourner le dos à Louis XIV ni le regarder dans les yeux. Il ne faut pas le regarder, attendre qu'il vous regarde. Vous le saluez, parce que c'est comme ça. Et 1, 2, révérence. Corinne est la chorégraphe en charge de faire respecter le protocole aux acteurs. C'est bon, révérence. 1, 2. Elle les a rencontrés dès les premières répétitions à Paris. Donc on se met plutôt sur ses deux jambes. Et on y va. Toc. Toc, tu restes un petit peu. Tu restes, tu lèves la tête. Tu lèves un peu la tête avant de te relever. Tu lèves la tête, tu veux bien parler. Ah oui, j'ai bien joué, monsieur. Le plus dur pour elle, c'est d'apprendre à des acteurs contemporains ce que faisait la cour du roi depuis l'enfance. Dans le château de Bussy-Rabutin, les équipes se préparent à faire le rasage du roi. Et pas la nôtre, en fait. Ok. Tu vois, mais on va en On va parler. demander, ouais. Ça aurait pu être une vraie éponge naturelle, ça. C'est pas une éponge naturelle, ça. Moi, ça, j'avais choisi ça. Et je sais qu'il y avait comme le face à main et puis la brosse, il y avait d'autres éléments, tu vois. Bon, après, ça, c'est peut-être le kit du barbier. Oui, mais ça va pas être là parce qu'on est en train de le raser. Il aura sur lui. Je trouve que ça fait un... Mais on va pas filmer la table comme ça. Ça sera sur lui. Et ça, c'est à côté pour le rincer après, pour la deuxième partie de la scène. Sur lui, il faudra qu'on aille un valet qui rase et un valet qui tient. Ben oui, bien sûr. Donc, il y a donc les valets tapissiers qui vont être en train de refaire le lit. Le moment on est en train de terminer le rasage, donc les valets cosmétiques qui vont s'occuper du roi. Et les courtisans, qui sont donc les membres privilégiés de la cour, qui vont donc être un peu en retrait de la scène, mais regarder tout ce cérémonial. Ok, que Corinne va donc vous expliquer. Voilà. Je vais te mettre. Toi, t'es de l'autre côté, toi. De l'autre côté, d'accord. Toi, tu vas avoir ça sur le. Je peux lui demander s'il te plaît. Comme ça. T'as fini. T'as fini. Tu fais ça. Puis tu le nettoies bien. Mais ça, il faut les sourire à mort parce qu'elle est trempée. Ouais. J'en ai une sèche. Ouais, mais si elle trempe dedans. Elle vient dedans à chaque fois. Mais si c'est en gros plan, on va voir qu'il fait semblant. Non, mais il faut qu'il... Si elle est sèche... Là, tu fais trop semblant, mais en fait, oui. Tu vois, tu peux toucher, mais tu t'appuies pas. Alors viens, on prend en même temps. Pour la chorégraphe, les valets doivent être précis dans leurs gestes. Il est habitué à ce qu'on lui fasse là-bas. Toc, toc, toc. Est-ce que c'est vrai que Louis XIV, il avait un problème avec la mâchoire et qu'il sentait très mauvais de la bouche? Tous les gens sentaient mauvais de la bouche. Tout le monde. Il n'avait pas les dents. Oui, tous ils sentaient mauvais de la bouche et ils bouffaient de la cannelle beaucoup. La cannelle? Ouais, pour enlever la mauvaise haleine. Je me cherche. On dirait Soliman le Magnifique, regarde celui-là. Et pourtant, c'est un caucasien. Ah, Charles Quint, j'en étais sûr. Un plateau de cinéma est une véritable fourmilière. Pas du tout ce que je répète depuis ce matin. Tu répètes quoi, toi? Bon, on s'en fout, de toute façon, je connais tout par cœur. Chaque fourmi est à son poste. Bonjour. Et c'est la reine qui dirige tous les corps de métier. Et après, il faudrait qu'il soit
qu'il a un autre mouvement par là. Robin, toi, tu vas faire l'autre côté maintenant. De l'autre côté. Donc il va se Et toi, tracer. tu viens là. Avant qu'il m'appelle. Pour faire ça, c'est toujours avant qu'il t'appelle. Hauteur. Tourne. Silence, s'il vous plaît. Attention. Action. Ce Louis XIV-là deviendra le roi Soleil. Jules Pélissier, peux-tu me dire comment bien jouer Louis XIV? Pour bien jouer Louis XIV, je devrais même pas te répondre. Si j'étais vraiment Louis XIV. Mais c'est assez facile. Parce qu'on a un bon réalisateur. Je pense que c'est tout l'enjeu de notre nouvelle époque, tu vois. D'être radical dans ses choix, tu vois. Faites abattre ces oies. Qu'ils me laissent jouer en paix. D'un côté, on a Molière, de l'autre, on a Péréfixe. Où se place Louis XIV dans l'histoire? Donc Louis XIV, c'est un peu le médiateur entre l'intégrisme et l'expression artistique. Louis XIV, il est obligé de faire avec, l'Église catholique, puisqu'il est le représentant de Dieu sur Terre, le roi est le représentant de Dieu sur Terre, et à la fois, il n'est pas insensible à l'expression artistique, il n'est pas insensible à la liberté de vie, il n'est pas insensible à profiter des choses. Donc lui, il va essayer de ménager la chèvre et le chou. Le film est intéressant parce qu'on a un Louis XIV jeune qui est en train finalement de dire, voilà, moi je vais être un roi autonome, je vais être un roi qui va vraiment gouverner. Donc il veut se dissocier à la fois du pouvoir religieux, à la fois de sa mère qui va mourir, et vraiment placer sa vision du monde et sa vision du royaume de France. Tiens, le cuistot est dans les parages. Alors, qu'allons-nous déjeuner aujourd'hui? On a fait un mignon de veau avec une sauce champignon voilà, et des frites maison. Le déjeuner est servi. Tout le monde se précipite à la cantine. Tout le monde, ou presque. Jacques ne m'a pas vu. Tu pouvais pas le deviner, non? Non. Putain, mais qui c'est qui m'a filé un stagiaire pareil de merde? Ce stagiaire n'est autre que le producteur du film. Une petite farce avant la pause. Car ce qui remonte le moral aux troupes, c'est bien sûr le repas. Molière savait manier l'art de la plume, Jacques Malater sait mettre ses mots en images. Mais dis-moi Jacques, quel est le secret du réalisateur? Je suis passionné, je suis exigeant, parce que je suis exigeant avec moi-même. Quelqu'un qui a beaucoup de sensibilité. Alors il est très investi. Il est exigeant. Bien évidemment, quand on est exigeant avec soi-même, on est exigeant avec les autres. Très psychologue. Et ça peut secouer parfois, mais c'est bien parce que je me remets sans cesse en question. Il laisse beaucoup de place à la comédie. C'est-à-dire qu'on ne place pas les caméras en fonction de... On ne met pas les comédiens en fonction de la caméra, on place la caméra en fonction des comédiens et ça c'est très agréable. Et ça change tout. Quand il fait une remarque, elle est juste. Passionnant et dur. Sans oublier une dose d'adrénaline. Je te demande un quart d'heure, est-ce que je t'ai dit quelque chose? Bah, tu râles un peu, donc j'essaye de pas te mentir. C'est quelqu'un de très rigoureux. Quand je l'ai rencontré, je ne le connaissais pas. Il était déjà très informé sur Molière, sur l'époque, sur Tartuffe, sur Louis XIV, sur la cour, etc. Et il a besoin du spécialiste pour l'aider ensuite à faire le tri entre le vrai et le faux. Georges Forestier est un conseiller historique. Il a étudié de fond en comble la vie de Molière. Grâce à ses écrits, Jacques a pu s'appuyer sur ses lumières pour imaginer son personnage. Vous savez qu'il y a une légende qui est née au XXe siècle. En vérité, ce serait Corneille qui aurait écrit les pièces de Molière. Donc c'est une légende, je dis bien, qui a été inventée au XXe siècle. Pour Molière, il y a 3 sources. La première source, c'est les archives. Ensuite, il y a les témoignages.
Et le troisième ensemble pour Molière, c'est qu'on a la chance d'avoir conservé 3 registres de contes de son théâtre, de sa troupe. Et donc grâce à ça, on sait quand les pièces ont été créées, quel jour elles ont été créées, quelles ont été leurs recettes, leurs succès, combien de fois elles ont été jouées. Au château de Tanlay, ce jeudi matin, 2 prédateurs sont dans les parages. L'équipe est sous pression. Et donc, c'est un mâle ou une femelle, ça? Le mâle. Mâle. Faut compter le rein. Et il s'appelle comment? Julius. Et Julius peut entendre sa proie sur plusieurs kilomètres. Pendant les prises, le responsable animalier reste suffisamment proche de ses rapaces. Détrompez-vous, mon cher Molière. Pour preuve, puisque le légat Flavio Chigi n'a rien trouvé à y redire, je vous autorise à représenter à nouveau votre Tartuffe. Et ce n'est pas moins de 5 carrosses qui ont été utilisés pour le film. Dans l'une des scènes en forêt, 3 cochers poussent le carrosse hors de la boue. T'as la même face que ces grisettes pleines de poudre. Ça va bien? On va y arriver pour cette carrosse, mais ils sont pas aimables avec nous, hein. Dans cette scène, une pluie artificielle a été créée à l'aide de camions-citernes. Et le résultat est saisissant. Mais Jacques Malater serait-il lui aussi un saltimbanque? Qui est Jacques Malater? Putain. Jacques Malater, c'est un individu comme un autre, d'abord, parce qu'il ne devait pas faire ce métier puisqu'il était 12 ans éducateur et qu'il rêvait d'être éducateur toute sa vie. Ce métier-là est rentré par hasard dans ma vie, mais il y a un proverbe africain qui dit « Le hasard n'est que la volonté des dieux qui veulent garder l'anonymat ». Donc je crois que voilà, j'ai suivi ma destinée, ma trajectoire. Maintenant, je suis le plus heureux du monde à réaliser des films, mais je ne me place pas comme un artiste. Moi, je suis le plus heureux du monde à raconter des histoires aux gens. Et ces histoires, si elles peuvent apporter aux gens de l'émotion ou leur apprendre quelque chose, tout ça par le biais universel et planétaire qu'est l'émotion, notre émotion personnelle, c'est gagné. C'est aussi simple que ça. C'est raconter des histoires et partager avec les autres un instant. Quand mon film passe à la télé, quand mon film passe sur un écran de cinéma, c'est un partage. Voilà, j'ai fait quelque chose, je l'ai rêvé, je vous l'offre, c'est pour vous. Si ça laisse un peu de lumière en vous, c'est gagné. Aujourd'hui, le château de Tanlay se transforme en salon du prince de Condé, incarné par le brillantissime Samuel Dupuis. Ce matin, les acteurs et les figurants assistent à la représentation du Tartuffe. Le rire est alors primordial. Move it, you like to move it, et tu n'y arrives pas. Action! Ouvrez la porte et voyez, je vous prie. Et si mon mari n'est pas dans cette galerie. Pour jouer cette scène, Cosima et Alexandre ont longtemps répété à Paris devant les spécialistes du théâtre du XVIIe siècle. Il est pour faire le jouet et je l'ai mis. Je puis vous dissiper ces craintes ridicules, madame, et je sais l'art de lever les scrupules. Le ciel défend de vrais certains contentements. En rouge, Jean-Noël Laurenti, professeur d'éloquence, et en costume, Michael Bouffard, spécialiste des gestes. C'est bon? Oui. Et ce qui manque juste, mais c'est bon pour tout le monde, c'est un peu plus d'attention dans la voix. Oui, Ouais, pour qu'on comprenne ce que vous dites. Parce que là, vous avez la musique, mais on ne comprend pas les paroles. Bonjour Michael Bouffard. Bonjour.
Alors, dans quel domaine as-tu travaillé pour ce téléfilm? J'ai été conseillé pour tout ce qui touche au geste de l'acteur sur scène, c'est-à-dire à la technique de jeu du comédien du XVIIe siècle. Est-ce qu'il y a un geste qui est vraiment propre à Molière, au théâtre de Molière? Pour le théâtre de Molière, je ne parlerai peut-être pas d'un geste qui lui est propre, mais de grimaces. Il était réputé pour ses grimaces. On disait que Molière s'était inspiré des grimaces de Scaramouche, le personnage italien qui était à Paris à la même époque. Un diable incarné comme lui-même, c'est défini, c'est ça. Alors, C'est bien. bravo, c'est Qui est censeur et qui est athée. censeur. Et athée. Qui est censeur. Qui est censeur de la droite et athée, pas bien de la gauche. Arrête-toi. Salut Jules. Dernier jour de Jules, Je vais me pleurer. C'est pour ça que je dois suivre. Aujourd'hui est le dernier jour pour le Roi Soleil. La lumière de Louis XIV va bientôt s'éteindre. Vous l'avez croisé Jacques ou pas? Il était à la diligence, là, ça se fermait. Nous le retrouvons dans les coulisses du tournage. En exclusivité, voici la préparation d'un acteur de cinéma. Vas-y. Même après des années d'expérience, les acteurs retournent toujours en enfance lorsqu'ils enfilent un masque ou une perruque. Dans la cour, le créateur des costumes compte ses éventails. Ce sont des éventails dorés qui proviennent d'Espagne. Il nous fallait des petits éventails pour cette époque. Et puis je voulais une uniformité, donc voilà. Donc là, les couleurs prédominantes, c'est le rouge, le doré. Le roi, j'ai mis vraiment de la panoplie rouge et doré. Même si c'est pas encore tout à fait le roi soleil, hein, c'était le roi soleil, il est arrivé un peu plus tard. Mais là, il aimait déjà tout ça, hein, il dansait énormément. Première, deuxième. Nous sommes sur le tournage de Billy Elliot 2. Bravo. Excellent. Génial. Hop là, hop là. Je pense que c'est des images qu'un jour tu peux regretter. Mais il sera réalisateur et qui s'appellera... J'ai pas ma coquille en plus, donc je suis un peu gêné. Le tachoteur, crédit et dignités. Ah, prix de faux clin d'yeux, elle est là. J'arrête. En coulisses, l'ingénieur du son installe un micro sur le comédien. Hop. Qu'est-ce que je suis incompétent? Qu'est-ce que je suis nul? Qu'est-ce que je suis mauvais? Faut pas dire ça, non. Je suis mauvais, quoi. Ça va bien se passer, tu sais. Parce que t'arrêtes pas de bouger aussi. Je n'entends pas ce matin. Je l'aurais bouché. Je me permets de passer. Oui, bah, permets-toi de passer où tu veux. Enfin, si. Nous montons sur scène dans 5 minutes. Vraiment, dans 5 minutes, je monte sur scène. Enfin, je monte sur scène. Non, mais attends. Allez-y, allez-y. Regarde ma robe. Mais où sont ces seins qu'on avait hier? Où sont ces seins, Jean-Denis? Là, je suis le diacre, l'assistant de l'archevêque. Tout ce qui est pièces Molière, on n'est pas trop pour. Pas très intéressé. C'est contre l'église, surtout là, apparemment, il y a un truc, un pamphlet qui va sortir. Et je sens que ça va le mettre en ruine, l'archevêque. Ça va pas le faire. Fatalitas. Il est gentil, l'archevêque. Ah, il est adorable. Il est adorable. Je suis obligé de dire qu'il est adorable, mais il est adorable. C'est comme ça, c'est le boss. On critique pas le boss. Mais moi, je suis sûre que c'est pas vrai. Ça. L'un des thèmes principaux dans le film est la liberté d'expression et la liberté de rire de tout.
Lorsque nous demandons la définition de la liberté d'expression dans notre société, l'équipe se sent plutôt embarrassée devant la caméra. Ouh là, la question. Comme ça, à froid en plus, là, dès le matin. Oh là là. Redis-moi la question. C'est-à-dire, tu veux dire là, dans le direct ou... Et en un mot, en un texte, en quoi? Donc je me risquerai pas cette question-là quand même. D'accord, ok. Oui. Ça marche. Serait-ce finalement une question du passé ou encore d'actualité? La plus grande des libertés, on la trouve dans la plus grande des contraintes. Voilà. Si tu me dis liberté d'expression, je te dis préserver. Oui et non. Liberté d'expression, liberté de création un peu. Je pense que c'est toujours une lutte. Donc c'est jamais acquis la liberté. Et ce pourquoi beaucoup d'humains se sont battus pour sortir des carcans tyranniques. Je crois que dès qu'on parle d'art, il faut laisser la liberté d'expression. Parce que l'art, le spectacle, c'est un monde à part. C'est des gens qui finalement s'expriment selon leur vision artistique du monde. De quel droit on a le droit de leur interdire d'exposer ces choses-là sur une scène, sur un tableau, dans un film, dans la mesure où ils ne viennent pas intervenir dans le monde, non, ils racontent leur vision du monde à travers leur âme d'artiste. Dans les pays occidentaux, dans nos pays européens, je pense qu'elle n'a jamais été aussi libre et permise. On a toujours pu tout dire, sauf qu'on ne pouvait pas le publier. Jamais on a eu, au contraire, autant de liberté d'expression et de canaux d'expression. Ça veut dire que c'est important, ça veut dire qu'il faut la préserver, ça veut dire qu'elle est possiblement en danger, ça veut dire que c'est quelque chose de primordial. Et on s'aperçoit à travers le film que la société n'a pas changé. Donc le propos de Molière, il est très, très actuel. Dans le dernier plan du film, quand Molière vient face caméra, dit « Rien n'a changé, donc je dirais toujours la même chose ». Je te dis toujours la même chose parce que c'est toujours la même chose. Et si ce n'était pas toujours la même chose, je ne te dirais pas toujours la même chose. Don Juan, acte 2, scène 1. On est dans une société en fait qui est en train d'inventer toutes sortes de nouveaux modes de fonctionnement, de nouveaux modes de connaissance, etc., de nouveaux modes d'enrichissement et tout, et qui chaque fois invente les choses avant de trouver les moyens de les réguler. Or, on est constamment en train derrière de réguler les choses. C'est pas ça la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est je m'adresse à tous, et puis chacun analysera ce que je dis comme il entend. Stephen est le chef opérateur du film. Bonjour. Donc je travaille avec Jacques pour traduire en fait son histoire et son scénario en images. Il est responsable de l'image et de la lumière dans l'œil de la caméra. Alors Steph, comment reproduire une lumière d'époque? Une lumière d'époque? Oui. Je dirais que la lumière d'époque, c'est la même que maintenant. Donc j'ai voulu travailler avec une lumière indirecte et très douce, effectivement. Et aussi par rapport à la taille des châteaux, et c'était difficile d'accéder à des hauteurs pareilles avec des nacelles, etc. Et beaucoup pour faire des rentrées de lumière, donc j'utilise beaucoup la lumière naturelle. Et pour cela, quel objet utilises-tu? Donc des fois, je mélange le jour avec quand même des bougies présentes, etc. Des mélanges de froid et de chaud, comme on dit à l'image. Voilà ce qui arrive lorsque l'on surprend l'ingénieur du son pendant une prise. Ce passage. Avec Shiva, quoi. C'est une petite chose. Shiva. Ceci, ceci est du caca. Mais attention. Sans déconner, c'est des crottes de chien en plus. C'est du caca. Non, c'est-à-dire oui, c'est 15 jours de. Parce que j'ai un chien.
c'est 15 jours de prépa, quoi. Ouais. Tu vois. Mais c'est un chien qui a l'avantage de manger du caca absolument délicieux. On t'a fait la demande de payer tout seul. Absolument. Un caca qui n'a pas un goût de merde, quoi. Un caca délicieux. Donc du caca de brownie. Voilà. C'est joli, hein? C'est quoi que tu as mis dedans? Des crottes. Ok, on est bon là. Dans ce passage, Molière et Boileau marchent dans la rue. Pour s'imprégner des conditions de l'époque, l'une des figurantes doit jeter ses déchets à l'approche des acteurs. Une bonne synchronisation est importante entre tous les techniciens. Le contenu ne doit jamais toucher les comédiens. Plusieurs répétitions sont ainsi nécessaires pour que la figurante puisse manquer sa cible. Je suis désolée. Ouais, tu peux rien. Il y a une grosse trace de brownie sur la perruque. C'est grave, non mais faut pas. Je suis désolée. Vous regardez pas, mais il faut remettre au milieu, quoi. Ok. Il n'y a pas de souci. Dans cette séquence du théâtre de Molière en intérieur, Jacques Malater a recours à l'utilisation du fond vert. Il utilise alors un effet spécial numérique. On va faire une valeur large, Steph. Le fond vert est très répandu dans le cinéma. Il permet de superposer en une seule image plusieurs images qui n'ont pas été tournées au même moment. Dans ce film, c'est un gain de temps, d'argent et d'énergie pour tout le monde. Olivier nous explique le principe. Le principe, c'est donc de faire en sorte qu'il y ait plus de figurants que ce qu'on a en réalité. Et donc, on va filmer en plusieurs fois, les figurants assis sur ces sièges-là, puis une deuxième passe avec les figurants assis derrière, une troisième assis à gauche, une troisième assis là, puis une dernière avec les figurants debout au fond. Et puis l'idée, c'est de faire un compositing où on mélange tout ça pour qu'on ait l'impression que la salle soit remplie avec, je sais pas, 100 ou plus de 100 figurants. Seulement 30 figurants sont réquisitionnés pour imiter un public de 200 personnes. La technique est toutefois périlleuse. Non, c'est pas ça. C'est des rangées de 6 bancs, de 6 places. Les figurants se tiennent dans un espace bien défini par Olivier et chaque centimètre est compté. Le deuxième groupe où vous rentrez, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Allez, on remplit. Tiens, voilà. Voilà. Un peu moins repérable. Voilà. Il y a encore quelqu'un qui s'assied là. Donc là, c'est les applaudissements. On est content, on applaudit. Derrière le fond vert se tient, en temps normal, la troupe qui salue le public. Le fond vert, ça va? Moteur! Il est là, Molière. Le réalisateur indique la direction du regard, l'emplacement de Molière. Donc vous regardez ici. C'est fun? C'est bon? Moteur! Vous ne me regardez pas, vous regardez là où j'étais tout à l'heure. Et action, on applaudit. On est content, ouais, on se parle. On se parle, ouais. On a les mains, bravo. Bravo. Et allez, on applaudit, on est content. Ouais. L'illusion est réussie. Mais alors que la journée touche à sa fin, la contrainte du temps gagne la patience du réalisateur. Pour moi, donc je peux mettre mes spectateurs où je veux puisque je vais resserrer ma focale. Non mais d'abord, on a fait le plan. Ah, tu veux les acteurs maintenant, tout seul? Ouais. Alors, cette focale, qui salue. Alors, que les acteurs, alors. On fait sortir tout le monde. Oh non, parce que maintenant, je voudrais commencer à travailler, si tu veux. On a fait toutes les passes avec les Ouais, maintenant, les acteurs. Allez. Donc c'est pas bon. En réalité, 2 acteurs n'ont pas été appelés alors qu'ils devaient jouer ce soir.
Les comédiens se trouvent à 150 km de là, le temps défile et personne ne peut rien y faire. Jacques n'a pas pu finir sa journée à temps et il est très énervé. Eh ben, quand j'aurai ce que j'ai demandé, je tournerai. Mais non, mais attends, j'ai des gens qui rentrent dans une pièce et de l'autre côté, je ne les ai pas. Ils ne sont jamais venus. Ils n'ont pas été convoqués aujourd'hui alors qu'ils sont raccords. Tu filmes ça. Comment ça va le tournage, Jacques? Ça va. Ça va? Ça va comme un tournage. Les films qu'on rêve de faire, ce qu'on pense faire, ce qu'on fait, ce qu'on a fait et celui que les gens voient. Des fois c'est mieux, des fois c'est moins bien. Toute la troupe, c'est sûr qu'on fera des films ensemble. Allez, dernière question. Est-ce que Molière rime avec Malater? Déjà, ça commence pareil. Probablement. Ça, il faut lui demander. Ah bah... bah oui, quand même, ouais. Ah, c'est très intéressant. N'ayant pas connu Molière... Malater rime avec Molière. Depuis au moins 18 mois, oui. Malater, c'est Molière. Je connais davantage Malater que Molière. Enfin, non, je déconne, parce que Molière, je le connais par ce qu'il a écrit, mais... Mais j'ai l'impression, quand je vois Dimitri Storoj qui incarne Molière sur le plateau, et quand il est habillé en Molière et qui parle avec Jacques, j'ai l'impression de voir deux frères de sang et d'âme se parler avec beaucoup d'intimité et beaucoup de compréhension et d'humour ensemble. Il y a un endroit de liberté chez Jacques qui est très présent chez Molière et inversement. Vraiment liberté de vivre, liberté de croquer la vie où elle se présente. Dans l'exigence, sûrement. Il y a sûrement une parenté dans l'exigence artistique. Cette question est assez étrange. Mais non, je sais pas. Et puis une vérité qui peut-être dérange, mais en tout cas un amour pour le vrai, sûrement, oui. Molière était un auteur, un comédien, un metteur en scène, un écrivain, et Jacques Malater est aussi auteur, écrivain, metteur en scène de théâtre, de cinéma. Dans le fait de vouloir faire de belles choses, oui, sûrement. Je ne sais pas si Molière rime à Malater, c'est en tout cas, oui, c'est une petite rime en tout cas. Et ça serait prétentieux de dire que ça rime avec Malater, parce que Molière, c'est un grand auteur, c'est un grand artiste qui a marqué son siècle et qui marque encore notre siècle et qui marquera certainement les siècles à venir. Donc je dirais que Malater est l'humble serviteur de Molière. Il y a un étroit rapport entre Molière et Jacques Malater. Merci. C'est une belle conclusion, ça. Oui. Et voilà, nous savons maintenant qu'il existe au XXIe siècle deux hommes en un seul, Jacques Molière. Au château de Rosières, ce vendredi 30 mars, une atmosphère pesante règne sur le plateau. Oh putain, le dernier jour là. L'esprit de Molière va bientôt nous quitter. C'est le dernier jour de tournage pour toute une équipe. Tourne au son. 1. 91 sur 2, première 2 caméras. Attention, là, ça tourne. Même Dimitri a du mal à prononcer ses dernières répliques ce matin. Action. C'est foutu mangeur de crucifix, il ne croit plus en On y retourne. C'est foutu mangeur de crucifix, il ne croit plus en Je n'y arrive pas. Oui, je sais, je vois. Vas-y, fais-la moi. Désolé. Pour moi, faire des films, c'est un cadeau de la vie, parce que finalement, on fait en grand ce que petit, on faisait dans le bac à sable. Les costumiers rangent soigneusement tous les habits. C'est bon? Il est méchant. Hein. Je connais toujours pas ton surnom. Et toi, ça va? Ça va super. C'est bientôt fini? Dernière séquence. Hauteur demandée. Voici la dernière prise du film. Sur un 6e 2 caméras. B. Allez, on passe à la du parc et action.
Je crache sur vos rituels. Vous êtes un démon qui refuse d'entendre la parole de Dieu. Ton Dieu, pour que je l'entende, il faudrait qu'il me parle plus clairement. Une âme qui a peur est une âme qui se tait. Très bien, c'est coupé. Et là, c'était le dernier plan de Dimitri. Bravo. Fin de séquence, fin de journée, fin de tournage. Merci à tous. Merci à tous. C'est peut-être le début d'une longue amitié entre les deux hommes. Le clap du film est remis au réalisateur Jacques Malater. Et au nom de toute l'équipe, je te décore de l'ordre du Grand Tartuffe. Voilà, monsieur. Et voilà. À bientôt. Allez, tu fais gaffe quand je recule? Ouais. Allez, fin de tournage, on rentre chez nous. Avec un pincement au cœur et la tête remplie de scénarios, nous coupons la caméra pour de bon.